l'écran et normalement tout le monde voit mon écran. Sabrina, tu me confirmes? Yes. Parfait. Bah, écoutez, il est déjà 11h05, donc on va enchaîner tout de suite. Merci d'être présent pour ce webinaire autour de la data, autour de Power BI et Fabric. Euh, je vais du coup co-animer ce webinaire en présence avec Sabrina, notre team leader sur cette partie BI. Donc du coup, on va passer environ quarantaine de minutes, 50 minutes ensemble. Je vais vous demander aussi à la fin de ne pas nous quitter tout de suite parce qu'on aura un petit questionnaire qui nous permettra d'améliorer un peu nos webinaires. Donc, s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite pour le remplir au moins et ce sera parfait. Donc, je me présenterai rapidement, puisque j'ai présenté Sabrina, mais pas moi-même. Je suis responsable de compte au sein de Perlink. J'aide les entreprises à leur transformation numérique, notamment autour de Microsoft. Alors, aujourd'hui, nous sommes sous la bannière Inherent Group. Donc, Inherent Group, c'est la holding qui, à l'intérieur est représentée par 4 marques, dont Unique sous la partie vente indirecte, sur la partie télécom, Adista sur la partie hébergement, hébergement data, avec 40 data centers à travers la France avec 5 qui sont certifiés HDS, sinon tout le reste est bien certifié ISO 27001 pour la protection de vos données. Ils peuvent vous aider sous la partie SD-WAN, la partie sécurisation, mais aussi du SASI, mais aussi ils peuvent vous aider au niveau des mobiles et tout autre besoin autour de l'IT. On a D26 Cybersécurité qui, eux, sont le pure player sur la partie cyber, avec notamment de la Red Team, de la Blue Team, Red Team avec des pen tests, aussi bien physiques qu'externes, de la Blue Team pour se défendre, avec notamment un SOC en 24/7 et en Follow the Sun grâce au fait que ils ont des antennes dans les dom-toms à la Martinique et dans le Pacifique à Nouméa. Donc en plus, ils sont 100% français parce qu'ils ont des accréditations secret France et secret défense. Donc ça vous réconforte sur cette partie. Et puis, vous avez Upperlink sur la partie transformation numérique avec une grosse appétence sur Microsoft, sur lequel je vais rentrer plus en détail par la suite. Sachez que le groupe représente 1300 collaborateurs dans son entièreté, avec plus de 360 millions de chiffre d'affaires. Upperlink, qui sommes-nous? On existe depuis plus de 20 ans. On est depuis plus de 15 ans CSP Tier 1, anciennement Gold Certification de Microsoft. Vous connaissez bien Microsoft, ils ont tendance à vouloir changer de nom très souvent. Donc le CSP Tier 1, c'est ça. Nous faisons partie du top 3 France à ce niveau dans le segment SMB. Donc SMB, c'est d'un collaborateur à 2000, 3000, 4000. Tout dépend de la météo de Microsoft. À ce niveau, nous sommes une centaine de collaborateurs à travers la France. Notre siège est basé à Logne, du côté du 77, à côté de Disney. Nous avons fait un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros en 2025 et nous avons à peu près 850 clients de tout type, des PME, des ETI de grands comptes, de tout type de secteur bancaire, associatif, etc. Et nous sommes certifiés ISO 27001, mais également Calliope autour de la formation, formation où on reviendra par la suite à la toute fin de ce webinaire. Et également, nous sommes solution partenaire, donc nous avons des badges, des certifications qui vous assurent de la qualité de nos interventions. Et puis, on a accès au support premium de Microsoft pour vous aider lorsque vous avez quelques soucis. Avant de finir sous la partie Upperlink, je vous donne juste un scope à 360 degrés de tout ce que nous savons faire aujourd'hui. Nous savons intervenir sur le tenant, le sécuriser avec la partie Modern Workplace, mais qui aussi la partie conseil au niveau des licences. Nous intervenons sur la partie XRM de Microsoft avec Dynamics 365, pas seulement le Customer Relationship Management, ça peut être de la filiale, du fournisseur. Nous avons des développeurs en interne aussi, sachez-le. On peut vous créer des outils spécifiques
from scratch si vous en avez besoin. On peut faire de l'applicatif, créer des besoins spécifiques autour de l'IA, notamment l'IA qui est un gros moteur chez nous, aussi bien avec Copilot de Microsoft, si vous voulez rester dans l'environnement Microsoft, ou alors l'IA souveraine, mais aussi l'IA dans sa globalité avec tout ce qui est Claude, ChatGPT. Nous maîtrisons cela, nous pouvons vous aider à mettre en place une vraie stratégie et vous accompagner dans le déploiement d'une volonté de partir sur de l'IA, notamment Copilot. Qui dit transformation numérique dit cybersécurité. Nous faisons des audits autonomes, des outils un peu plus sur votre infrastructure, mais aussi sur vos utilisateurs. Mais nous faisons tout le déploiement de la suite Microsoft également. Entra ID, MFA, comment on appelle cela, Defender avec le DR, et on peut vous aider à vous mettre en conformité, votre SSI, notamment avec des GRC managers, des RSSI à temps partagé, qui peuvent vous aider, notamment sur la partie documentation, ou même vous accompagner pour atteindre l'ISO 27001. Comme je vous ai dit, nous sommes certifiés ISO 27001 et nous avons des lead déploimateurs aujourd'hui, donc on peut vous accompagner. Et puis, bien évidemment, nous avons toute l'expertise autour d'Azure pour le cloud public, avec notamment la sécurisation de vos VM. Et puis la partie data qui va nous intéresser aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais laisser Sabrina continuer, mais sachez qu'on peut vous accompagner à tous ces niveaux. Et l'AMOA qui va chapeauter le tout pour vous accompagner, pour vous former et vous faire des transferts de compétences, mais également tout ce qui va tourner autour du SharePoint, l'utilisation du SharePoint, que ce soit en interne ou en externe. Enfin, sachez qu'on peut vous aider, sachez qu'on a des services exclusifs au sein de Perlink. Nous sommes centre de compétences, comme je vous l'avais dit. Nous avons des rendez-vous expresso que nous mettons à disposition de tous nos clients. C'est gratuit. Là, c'est des webinars qui sont vraiment vers les clients, les utilisateurs finaux, pardon, où on va vous expliquer comment mieux utiliser Teams, comment mieux utiliser Forms, etc. Et puis, nous pouvons accéder à certains financements spécifiques de Microsoft, avec les demandes d'éligibilité qu'on fait pour eux, qu'on fait avec eux pour vérifier si vous pouvez accéder à certains types de workshops qui vous permettent de travailler sur certains sujets gratuitement. Et sachez que nous avons développé en interne chez Upperlink deux outils très intéressants. L'outil FinOps qui vous permet de vérifier l'usage de vos licences 365, mais aussi de vos VM Azure. On va faire une vérification de qui utilise quoi, à quel moment, pour pouvoir tout simplement optimiser au mieux vos coûts et surtout vérifier aussi la conformité Microsoft. C'est un outil qu'on a créé en interne. Et à côté, on a notre outil qu'on a créé, qu'on met à disposition de tous nos clients licences. C'est le portail ULCSP, où vous pouvez de vous-même, vous pouvez gérer vos licences en toute autonomie, prendre des licences de votre côté, sans passer par un devis des différents commerciaux. Et surtout, vous pouvez avoir de la multifacturation. Si vous avez plusieurs entités que vous facturez de votre côté, nous, on peut vous aider à vous soulager de ce travail en vous mettant un système de split system qui permet de vous facturer, vous, mais aussi si vous avez des entités à côté, facturer chaque entité progressivement directement avec nous sans que vous ayez à faire de la refacturation directe. Et puis derrière, sachez que tout est tracé, tous les ajouts de licence sont tracés par des logs, donc vous avez la possibilité de vérifier tout ce qui se passe. Voilà pour la petite présentation du groupe et de Perlink. Je vais maintenant laisser la main à Sabrina. Sabrina, je te laisse reprendre la main sur la présentation pour qu'elle vous parle de la gouvernance de la data. Merci Clémence. Donc, oui, effectivement, moi je vais rentrer un petit peu, enfin on va parler de la data et plus précisément en fait de Microsoft Fabric, étant donné que c'est l'outil phare et qui est d'actualité et qui permet en fait de répondre à ces questions-là qui tournent autour de la gouvernance et de la sécurité donc de la data. Dans un premier temps, donc, je vais vous faire une présentation un petit peu généraliste de l'outil avec un petit focus sur le concept de traitement de données et on va parler aussi des composants clés de Fabric. Alors, on ne va pas tous les présenter dans le détail,
Je vais faire un petit focus donc sur trois éléments phares, donc le One Lake, Warehouse et le Lakehouse. On finira par une petite démo pour représenter en fait tout l'outil, toute la plateforme. Voilà, donc je démarre euh, par ma petite... Hop, pardon, je n'étais pas sur le bon. Oui, je démarre donc par une petite introduction. Qui va représenter tout simplement la réalité donc, qu'on a sur le terrain. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est toujours le même type de situation, donc quel que soit le secteur. Donc, les métiers ont besoin d'aller vite, d'exploiter la donnée, de répondre à des enjeux un petit peu opérationnels. Et quand la gouvernance est perçue comme trop contraignante, il la contourne. Donc, on voit apparaître des fichiers Excel, des extractions locales, des petites bases parallèles. Et donc, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte le shadow IT. Et en parallèle, on va avoir l'IT qui a comme objectif donc, de sécuriser, de garantir la qualité, éviter les dérives. Et donc, naturellement, elle met en place des contrôles et qui sont parfois en fait vécus comme des freins. Le résultat, donc, au lieu d'un système maîtrisé, on se retrouve avec une multiplication des données, souvent dupliquées, et donc, et le résultat, donc, au lieu d'avoir, comme je disais, un système maîtrisé, on va avoir des données qui sont multipliées. Et le vrai problème, en fait, qui apparaît, c'est que les utilisateurs ne savent plus quelle est la bonne donnée. Les KPI deviennent discutables. C'est ce qu'on vit, hein, c'est ce qu'on voit en tout cas avec nos différents clients. Et au final, on perd sur tous les plans. Donc, on va avoir moins d'agilité pour les métiers et moins de contrôle pour l'IT. Donc, ce qui bloque vraiment aujourd'hui, quand on analyse ces difficultés, on se rend compte que ce n'est pas simplement un problème d'organisation ou de communication. C'est surtout un problème d'architecture. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, je veux dire 80% en tout cas, les données sont éclatées dans plusieurs systèmes. Donc, dans le domaine de la data, on va avoir un data lake, un data warehouse, du Power BI, parfois des outils en parallèle qui n'ont strictement rien à voir avec les outils Microsoft. Et souvent, ces systèmes ne partagent pas les mêmes règles de gouvernance. Donc, on a des règles différentes selon les outils, selon les équipes, etc. Ce qui rend donc l'ensemble difficile à piloter. En parallèle, on a souvent un problème, surtout au niveau de l'IT, c'est qu'on ne sait pas qui est responsable de la donnée, qui valide, qui consomme, et ça crée un flou qui accentue encore les dérives. Donc finalement, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas comment mieux gouverner, mais plutôt est-ce que l'architecture que j'ai au sein de mon entreprise permet réellement de gouverner efficacement. Et donc, c'est là que Microsoft, enfin Fabric en tout cas, apporte une réponse à cette question-là. Donc, jusqu'à maintenant, on avait tendance à empiler en fait les outils. Donc, on avait affaire à une multitude d'outils. Donc, avant l'arrivée de Fabric, on avait par exemple un outil pour la partie ingestion, un outil pour la partie stockage, un autre pour le reporting. Et à chaque fois, donc, on devait réappliquer des règles de gouvernance. Avec Fabric, donc, on casse cette logique en proposant donc une plateforme unifiée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une seule couche de stockage avec le One Lake. Alors, on va retenir le One Lake. On arrête les duplications entre les systèmes et ensuite, on va avoir en fait tout simplement une plateforme pour tous les usages. Donc l'ingestion, la transformation, la data science, le reporting, etc. Et surtout, donc, une gouvernance intégrée nativement. Donc, quand on parle de gouvernance, on va parler de la sécurité, du linéage, du contrôle d'accès. Et donc, on ne va pas rajouter une nouvelle gouvernance par-dessus, on va la rendre naturelle parce qu'elle est tout simplement intégrée dans la plateforme. Et c'est ça, en fait, qui change tout parce que finalement, on arrive à concilier deux objectifs qui sont souvent opposés, donc donner de l'autonomie au métier, tout en gardant donc le contrôle côté
IT. Donc, nous, ça nous rassure et le métier, il est content. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail pour comprendre qu'est-ce que c'est donc Microsoft Fabric. Donc tout simplement, donc vous l'avez compris, c'est qu'avant on avait une multitude d'outils. Donc aujourd'hui avec Fabric, donc on a une plateforme d'analytique de bout en bout. Donc ça veut dire qu'on ne parle pas juste d'un outil de reporting ou d'outils de stockage, mais bien d'un environnement complet qui couvre l'ensemble du cycle de la donnée, donc de l'ingestion jusqu'à l'exploitation des rapports, dans des rapports ou des usages de type IA. Donc, bien évidemment, l'IA rentre en jeu aussi dans l'outil. Dans une architecture classique, donc on va souvent avoir plusieurs outils, comme je disais, un ETL, le data lake, le data warehouse, etc., avec des technologies possibles, enfin différentes, des interfaces aussi différentes, et souvent des gouvernances aussi différentes. Donc avec Fabric, on regroupe tout ça dans un seul outil et on va retrouver un seul environnement avec des capacités d'ingestion de données, de transformation, de stockage et vient s'ajouter aussi une couche de data science, une couche d'analyse en temps réel et bien évidemment Power BI que vous connaissez tous. Tout ça est natif, donc l'idée c'est vraiment de casser les silos techniques hein, et organisationnels. Donc on passe plus d'un outil à un autre avec des couches d'intégration complexes, on travaille dans un environnement donc unifié et c'est cette approche unifiée qui permet donc de simplifier toutes les architectures data et donc bien évidemment de mieux gouverner les données sans freiner les usages. Pour mieux comprendre donc cet aspect-là, bien évidemment, on va essayer de relier ces briques-là ou ce process-là à un process classique qu'on connaît de la gestion, enfin qu'on connaît sur les projets data en général. Donc le cycle en général, c'est quoi? Ça commence par les sources de données. On va aller se connecter à ces différentes sources de données. Ces sources, ça peut être des sources on-premise, des sources dans le cloud, du CRM, des bases SQL, peu importe. Et l'enjeu, en fait, ce n'est pas seulement de connecter ces données-là, mais de pouvoir les en gérer de manière fiable et surtout industrialisée. Une fois que la connexion est faite, vient la phase donc d'intégration de données, donc au travers d'ETL, ELT. Donc ETL, c'était les anciens systèmes, enfin les anciens, ça existe encore, pour dire on fait une extraction, on traite la donnée, ensuite on la charge. L'ELT, c'est plutôt l'extraction, le chargement, ensuite le traitement. Et c'est sur cette logique-là que s'appuie donc Fabric en général. Donc on charge les données dans la plateforme, puis on les transforme. Et donc l'objectif en réalité, donc c'est automatiser le chargement et puis garantir une cohérence dans le traitement. Une fois que l'ingestion est faite, on vient stocker ces données-là. Donc le stockage, il va se faire au niveau de ce qu'on appelle le One Lake. Le One Lake, c'est en quelque sorte le OneDrive ou le cœur tout simplement de la plateforme. Tout passe par le One Lake. Et dans le One Lake, en fait, ces données-là, elles vont se retrouver soit dans ce qu'on appelle le lakehouse, soit dans ce qu'on appelle le warehouse. On va avoir les définitions des deux modes de stockage un peu plus loin dans la présentation. Et ce qui est en fait important à retenir, c'est que, comme je disais, tout est centralisé au même endroit. Donc, on ne multiplie plus les copies entre les différents systèmes. Au même niveau, donc au niveau du, tout en faisant cette partie-là stockage, on vient rajouter une couche, même si on ne la voit pas clairement dans ce schéma-là, vient se rajouter la couche de transformation. Donc l'objectif ici, en fait, c'est d'enrichir, de nettoyer, structurer la donnée. Et c'est là qu'on parle en fait des couches bronze, silver, gold. Donc c'est la modélisation en médaillon. Donc bronze pour dire données brutes, silver pour dire données nettoyées, et gold, c'est la donnée prête pour l'analyse. Donc tout ça se fait directement dans Fabric. Donc ça peut se faire au travers de pipeline.
classiques, tels qu'on faisait avant dans Azure Data Factory, si vous connaissez un petit peu les outils ETL, ou SSIS en mode on-premise, ou via des notebooks. Donc, c'est ce qu'on utilise de plus en plus dans Fabric. Donc, cette notion de notebook, c'est la notion de pouvoir écrire du code en Python, par exemple. C'est des codes qui sont super puissants et qui nous facilitent cette tâche-là de traitement de la donnée, de la transformation de la donnée. Et ça fait partie donc du process de transformation et de nettoyage de la donnée. Une fois que cette donnée-là est propre, donc on va se retrouver dans la phase de modélisation et visualisation, donc qui se fait donc via Power BI, si on reste dans les outils Microsoft. Donc le modèle, c'est tout simplement la création du modèle sémantique qui va permettre aux utilisateurs métiers de manipuler la donnée donc facilement. Et puis, en général, il n'y a pas de complexité technique à ce niveau-là, surtout si on est dans Fabric, parce qu'en réalité, si on utilise Power BI dans Fabric, toute la phase de traitement, de nettoyage, etc., on l'aura déjà faite en amont. Donc, au niveau de Power BI, il va y avoir uniquement de la visualisation et il y aura uniquement le métier qui va faire évoluer ces rapports. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce cycle se fait dans une seule et même plateforme. Donc, on ne passe pas par d'autres outils. La donnée reste au même endroit et chaque étape vient travailler dessus. Donc, on ne sort pas de l'environnement. Et c'est en fait le mode de gestion de projet, enfin, c'est le cycle de n'importe quel projet data. Donc, voilà, ils reprennent le même principe. Maintenant qu'on a vu donc, comment circule cette donnée-là dans Fabric, donc on va voir comment cette plateforme elle est organisée. Donc, elle repose sur une organisation en espace de travail, comme Power BI ou Workspace. Donc, ce Workspace, c'est tout simplement l'espace qui est dédié soit à un projet, une équipe, un domaine. Après, c'est selon l'organisation de l'entreprise. On va retrouver tous les éléments liés à la donnée. Donc, pipeline, les flux de données, les notebooks, donc les modèles Power BI, etc. Et c'est surtout à ce niveau-là qu'on va gérer les accès et l'organisation des équipes. Donc, d'ailleurs, la sécurité repose sur ces workspaces-là. Et dans une organisation, dans une entreprise, on ne va pas avoir un seul workspace, du moins si on veut avoir une bonne gouvernance et un bon suivi de notre projet. Donc nous, on préconise d'avoir plusieurs workspaces, soit par projet, par domaine, par environnement, ou ça peut être aussi par comment dire, typologie par environnement dans le sens développement, test, production. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut l'appliquer à tout type de projet, mais en tout cas, ça facilite les choses par la suite. Et tout ça, en fait, tous ces workspaces-là, ils sont reliés grâce à ce qu'on appelle donc le fameux One Lake. Donc, vous voyez, ce One Lake-là, il revient tout le temps. Donc, toutes les données, quel que soit le workspace, sont stockées à ce niveau-là. Donc, les équipes, même si elles travaillent dans des espaces différents, la donnée, elle reste unique, centralisée et partagée. Et on garde donc un petit peu une organisation distribuée, mais sans recréer de silos, étant donné que tout est au même endroit. De toute façon, on verra le One Lake dans une slide à part. Mais si on veut rentrer dans le détail concernant les composants de fabrique, donc on va retrouver plusieurs briques, donc chacune dédiée à un usage spécifique, hein, donc autour de la donnée. L'idée donc n'est pas de les retenir toutes dans le détail. De toute façon, ça ne veut pas dire qu'on va toutes les utiliser lorsqu'on gère un projet data ou quand on met en place un projet data. Mais l'objectif, c'est de comprendre qu'elles couvrent l'ensemble des besoins. Donc, on part de l'ingestion jusqu'à la restitution de la donnée. Donc, certaines briques sont orientées data engineering, donc ça ne va pas concerner le métier, par exemple, avec la partie traitement et transformation de données.
et d'autres, elles sont plutôt orientées data science pour ceux qui veulent faire, par exemple, du prédictif, mettre en place du machine learning ou faire des analyses en temps réel. Et bien sûr, on retrouve enfin, le Power BI pour la partie restitution, et donc qui est généralement dédié, enfin cette brique-là ou cette expérience-là. D'ailleurs, souvent on parle d'expérience dans Fabric. Elle sera dédiée donc à l'environnement, au métier, pardon. Ce qui est important, donc, ce n'est pas de connaître ou de comprendre ou d'utiliser chaque composant individuellement, mais c'est surtout le fait que toutes ces briques-là peuvent travailler ensemble dans un seul environnement unifié. Alors, ces expériences-là, alors si ça peut vous aider un petit peu, on peut les regrouper selon trois grosses catégories. Donc, pour la partie collecte et transformation de données, vous allez entendre parler de data factory, de data engineering, parce qu'on utilise des notebooks pour la transformation de données. Il y a le Gen 2 aussi, bon, je ne l'ai pas mentionné, mais voilà, ça sert à la partie collecte, enfin, collecte de données et transformation aussi. Il y a des outils de data science qui nous permettent d'aller récupérer la donnée à partir des sources. La deuxième catégorisation, donc on va avoir le stockage et la gouvernance, donc le OneLake pour le stockage et pour la partie sécurité et gouvernance de données, le Lakehouse, le Warehouse. On peut retrouver aussi des bases SQL, ça rentre aussi dans le stockage, mais en tout cas, si on veut parler expérience et briques principales, on va plutôt parler de Lakehouse et Warehouse. Et ensuite, la troisième grosse catégorie, donc on va avoir Power BI pour la restitution, on va avoir les outils d'analyse en temps réel. En général, ils utilisent ce qu'on appelle le KQL, donc qui est vraiment dédié à cette partie-là, enfin à l'analyse en temps réel. Donc ça peut être de l'analyse de données provenant des event streams ou des choses comme ça. Et puis vient la partie IA, donc on va parler de Copilot dans Fabric, qui va nous permettre alors, de faire plein de choses. Lors de la démo, on va principalement l'utiliser et ça facilite énormément de choses, donc que ce soit pour la restitution et même pour la création du code sur la partie transformation et collecte de données. Donc, on vient de voir donc les composants brièvement, sans trop rentrer dans la partie technique des composants Fabric. Maintenant, on va se focaliser sur l'élément central qui est donc le OneLake. Donc, c'est vraiment la clé pour répondre à notre problématique de départ, qui est donc gouverner la data sans freiner les usages. Pourquoi? Parce que dans la plupart des architectures, donc chaque outil a son propre stockage, donc ça on l'avait déjà dit, et ça entraîne en fait des duplications, des incohérences, une gouvernance complexe, etc. Avec OneLake, en fait, ça change tout, parce qu'au final, toutes les données de l'organisation, on va les retrouver au même endroit. Il se base, alors lorsqu'on récupère la donnée, elle est stockée au format delta parquet. C'est très important parce que, en fait, ça ne change pas la structure de la donnée, ça garantit la qualité et l'intégrité et la gestion des versions des données par la suite. Donc, super important. L'accessibilité des données, elle est immédiate. Tous les outils que vous voyez ou toutes les expériences qu'on retrouve au sein de Fabric vont aller récupérer de la donnée à partir du OneLake. Ils ont un accès direct. Et il y a bien évidemment la sécurité qui est centralisée. Donc, il se base sur le Role-Based Access Control, donc, qui est appliqué au niveau du lake. Donc, chaque utilisateur, il va avoir un rôle au niveau du workspace, au niveau des objets que contient le workspace. Et donc, c'est là qu'on voit que cette sécurité, elle est vraiment maîtrisée. Les données sont chiffrées, donc que ce soit au repos ou bien
concernant les données qui sont en transit, et puis la gouvernance qui est intégrée. Donc, on a accès à un catalogue qui va nous lister tous les utilisateurs, tous les accès, toute la partie linéage de la donnée, très important, c'est-à-dire qu'on connaît d'où provient la donnée et où est-ce qu'elle atterrit cette donnée-là. Donc, on a tout le process de transformation et de circulation de cette donnée-là. Et bien évidemment, on a la possibilité donc de classifier la donnée. Alors, moi, le OneLake, j'aime bien le représenter sous forme avec ce schéma-là, parce que on peut le voir en fait comme une nappe souterraine où toutes les données sont stockées. Donc, la donnée arrive de partout, elle est stockée au niveau de cette nappe-là, et puis les équipes viennent y puiser ce dont elle a, enfin, chaque équipe, elle vient récupérer ce dont elle a besoin. Et puis, elle travaille de son côté, donc au travers des lakehouse, donc ce qu'on voit ici. Euh, Après l'organisation, la transformation et l'analyse des données, chaque catégorie de données, voilà, elle va avoir une destination. Donc, ça peut rester soit au niveau d'un lakehouse, ou bien ça peut aller vers ce qu'on appelle donc les warehouses, ou tout simplement vers du reporting. Alors, ce qui est important aussi, c'est que non seulement on peut faire de la copie donc, de données à partir des différentes sources, donc on importe et on stocke au niveau du OneLake, mais aussi on a la possibilité de créer des shortcuts, donc des raccourcis pour exposer des données externes. Supposons qu'on a typiquement Amazon, par exemple, la volumétrie, elle est énorme. Je n'ai pas envie d'importer toute la donnée au niveau de mon OneLake. Bah, je vais créer un shortcut et je vais avoir vraiment les données à l'identique comme à la source. Voilà, alors je pense avoir tout dit concernant le OneLake. Donc, OneLake, donc tout est centralisé. Ah oui, ce que je voulais rajouter par rapport au OneLake, pardon, c'est que le fait d'avoir toutes les données stockées d'une façon brute, c'est que dans un premier temps, l'intérêt, c'est de construire mon entrepôt de données, par exemple, pour une finalité de reporting. Mais pour les entreprises, par exemple, qui veulent aller plus loin et mettre en place du prédictif ou du machine learning, enfin de l'intelligence artificielle derrière, on peut en fait enrichir la donnée qui existe dans le warehouse en s'appuyant sur les données qu'on aura déjà récupérées et qui se trouvent dans le OneLake. Donc, pas la peine d'aller nous reconnecter vers les sources. La donnée, elle existe déjà au niveau du OneLake. Donc ça, c'est le point central de Fabric. Maintenant, il faut voir comment on peut organiser ces données-là dans Fabric, et c'est là qu'on va retrouver donc les deux notions de lakehouse et de warehouse. Alors, c'est important de connaître ces deux approches-là. Alors, l'idée, c'est pas de choisir un des deux, parce qu'on peut très bien les utiliser en même temps dans un projet. Mais l'objectif, en fait, c'est surtout de comprendre dans quel cas les utiliser. Donc, si je dois expliquer ces différences-là et quand est-ce qu'on peut les utiliser, je vais commencer par le lakehouse parce que c'est le plus utilisé. C'est en fait le stockage qui va nous permettre de gérer tout type de données. Donc, structuré, semi-structuré, euh, non structuré. Tout ça dans une logique en fait orientée engineering et data science. Donc, on travaille avec souvent des notebooks lorsqu'on est dans des lakehouse, donc avec du Spark, et on manipule la donnée de manière assez libre. Donc c'est l'outil en fait en gros qui est idéalement utilisé pour l'ingestion de données brutes. On fait les transformations complexes, on travaille sur des cas d'usage comme pour l'intelligence artificielle par exemple, et voilà. Maintenant pour le warehouse, lui il est beaucoup plus structuré. Donc c'est ce qu'on utilise aujourd'hui dans les projets BI classiques.
Les données sont organisées en tables relationnelles, donc voilà, manipulées avec du SQL classique. Et comme je disais, c'est ce qu'on retrouve donc dans nos projets de data classiques. Donc, il est particulièrement adapté pour des usages analytiques, la modélisation décisionnelle et l'alimentation donc de Power BI. Et donc, je pense que vous avez compris, la question en fait, c'est pas quel est le meilleur, mais plutôt quel est le bon outil et lequel utiliser au bon moment. Donc, voilà. Et donc, en résumé, en 2 phrases, le lakehouse prépare la donnée, le warehouse va servir à la structurer pour l'analyser. Donc voilà, ça c'est toute la partie composition de fabrique. Il reste un point crucial, donc c'est la gouvernance. Maintenant qu'on sait ce que c'est le One Lake, donc on peut aller plus loin dans la partie gouvernance. Alors il faut savoir que cette gouvernance-là, elle s'appuie sur 3 piliers principaux. Tout est autour du One Lake, ça il ne faut pas l'oublier. Le premier pilier, donc, c'est la visibilité. Donc il faut savoir qui utilise quelles données, d'où elles viennent ces données-là et comment elles sont transformées. Donc sans cette visibilité, il est impossible de piloter correctement la donnée et c'est là que des notions comme le linéage, par exemple, enfin même si on l'a dans Power BI, ou le catalogue, donc ça c'est la nouveauté dans Fabric, prennent tout leur sens. Le deuxième pilier, donc, c'est le contrôle. On doit pouvoir sécuriser les accès aux données. Qui a accès à quoi? À quel niveau de granularité? Donc, est-ce que c'est au niveau de tout l'espace? Est-ce que c'est au niveau des objets, etc. Et le troisième pilier, donc, c'est la confiance. Parce qu'au final, le métier doit travailler tranquillement, sans se poser 36 000 questions. Alors, la gouvernance, pour lui, elle reste transparente. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ça, c'est que le côté IT garde une maîtrise complète donc, de toute la donnée. L'architecture dans Fabric, donc maintenant on connaît les éléments. Alors en général, ça repose sur principalement toute organisation en tout cas qui utilise Fabric, elle va reposer sur le tenant. Donc on part d'un niveau global qui est le tenant, qui regroupe donc l'ensemble des usages. Ensuite, on va retrouver la capacité, donc c'est ce qui correspond aux ressources allouées. Ensuite, on va retrouver donc les workspaces, donc à nous de les organiser comme bon nous semble, selon le projet qu'on mène. Le workspace donc, est généralement composé d'expériences, items, et par la suite, on retrouve les objets qui sont les tables, etc. Ça peut être représenté selon donc, plusieurs schémas. Là, typiquement, je représente un schéma classique qui part de workspace organisé par domaine. Donc, je vais avoir un workspace finance, un workspace marketing, je peux en avoir un autre concernant les ressources humaines. Et dans chaque workspace, je vais utiliser donc des data pipelines, des notebooks, etc. Donc, vraiment, concernant l'architecture, on est libre d'organiser le projet comme bon nous semble. Dans un vrai projet, enfin classique en tout cas, si on doit le représenter au travers d'une architecture, donc on va avoir les sources de données, on va utiliser donc tous les principes de récupération de données. Une fois que c'est récupéré, on passe par un stockage en mode bronze, donc on a des données brutes telles quelles, sans transformation, sans rien du tout. Les seuls outils qui ont été utilisés, rappelez-vous, ce sont les outils qui nous permettent de faire la partie ingestion de données, donc par exemple Data Factory. Ensuite, on passe à la phase Silver, donc stockage Silver. Le stockage, ça peut être du lakehouse à ce niveau-là. On utilise généralement des notebooks, donc pour la transformation et l'enrichissement de données. Et enfin, on va avoir la couche Gold pour la donnée qui est définitive, qui va être exploitée par la suite par du Power BI et par d'autres outils donc pour l'analyse de la donnée. Alors, ce qui est important, c'est que dans Fabric,
OK, on a un projet qui est qui respecte une architecture, mais l'objectif, c'est de l'automatiser. Donc, c'est là qu'interviennent les pipelines de déploiement. Donc, on respecte donc une continuité enfin, d'intégration de données, oui, et de déploiement. Donc, on peut automatiser, par exemple, un déploiement d'un environnement dev vers un environnement de prod. Alors, bien évidemment, les avantages, c'est la réduction des erreurs. Donc, lorsqu'on suit ce mode de déploiement, on a une meilleure traçabilité et puis les déploiements sont en général rapides et maîtrisés. Alors, au tout début, j'avais parlé de l'IA dans la gestion de la data. Donc, l'objectif de l'IA dans la partie Microsoft Fabric, en fait, c'est de faciliter les usages donc à tous les niveaux. Donc, il faut savoir que l'IA, ici, son principal objectif, c'est... alors déjà, elle intervient au niveau de toutes les couches, donc que ce soit Data Factory, Data Science, jusqu'à Power BI. Donc, par exemple, un utilisateur sur Power BI, il peut demander à cette IA de lui construire des rapports Power BI. Et en gros, enfin, du moins les avantages, c'est que de un, c'est complètement intégré à Fabric, sans frais supplémentaires. On travaille sur des données qui sont isolées ou exportées, donc sur une donnée qui est centralisée, gouvernée, et, étant donné qu'elle se trouve au même endroit. Et pour les métiers, donc c'est ce que je disais, donc ils peuvent l'utiliser donc pour poser des questions, obtenir des réponses, créer des rapports, etc. Côté IT, alors euh, ça nous aide en fait dans toute la phase de développement, parce qu'on peut lui demander de nous générer par exemple du code, mais aussi elle nous aide aussi à automatiser certaines tâches, la documentation par exemple. Alors moi, je l'utilise énormément sur cette phase-là de documentation. Je vais passer sans trop tarder, en plus il ne nous reste pas beaucoup de temps, à la partie démo. Donc l'objectif, c'est de vous montrer donc, cette création de lakehouse, à quel niveau on effectue les transformations, la création d'un modèle sémantique, et puis on finit par la visualisation des données dans un rapport Power BI avec l'utilisation de Copilot. Alors, je vais plus me focaliser sur l'utilisation de Copilot dans Fabric. Je pense que c'est plus intéressant pour vous. Alors, je vais juste changer le partage pour passer à la plateforme. Donc là, comme vous le voyez, je suis dans Fabric. Donc, comme si que vous étiez dans l'environnement Power BI, tout simplement. On va avoir des espaces de travail, comme dans Power BI. Donc, vous l'avez compris, la première des choses, c'est de créer un espace de travail pour qu'on puisse travailler dans Fabric. Bon, là, moi, je l'ai fait. La création, elle se fait d'une façon très simple. Donc là, il suffit d'aller sur Nouvel espace de travail et de l'affecter, bien évidemment, pardon, l'affecter à la bonne capacité. Donc rappelez-vous, ça démarre d'un tenant. Au niveau du tenant, on va avoir une capacité. Donc on a une capacité à laquelle on a affecté un espace de travail. Ou plusieurs espaces de travail. Donc, dans mon cas, j'ai un espace webinaire. J'en ai créé un autre qui s'appelle Webinaire Prod. Alors, j'espère que je vais avoir le temps de faire un déploiement automatique. Ce que je vais vous montrer, voilà. Là, j'ai organisé mon travail en plusieurs dossiers. Donc, j'ai créé un dossier bronze, silver, gold pour vous montrer donc cette architecture. Et puis, il y a la partie rapport. Et enfin, j'ai un pipeline qui vient automatiser en fait toute cette alimentation au niveau de ce projet-là. Ce qui est important avant d'aller sur autre chose, c'est que à tout moment, donc pour voir la partie gouvernance, je peux voir d'où provient mon information. Donc là, vous voyez, je commence par une connexion SQL. J'alimente un lakehouse Webby en utilisant un data flow Gen 2. Et ensuite, j'ai un lakehouse qui contient mes informations.
j'ai un notebook qui vient transformer mes données, j'ai un dataset Power BI pour la partie, pardon, un modèle sémantique Webby pour la partie rapport, et j'ai deux rapports en fait qui s'appuient sur ce Webby. Le pipeline, quant à lui, en fait, si je vais aller regarder ce qu'il fait, tac, pardon, je reprends cette visibilité. Donc, le pipeline, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il automatise toutes ces tâches-là. Donc, il exécute dans un premier temps le data flow Gen 2 qui vient alimenter les données depuis SQL. Ensuite, il enrichit la donnée grâce à un notebook. Et enfin, il actualise le modèle sémantique. Alors, cette organisation en bronze, silver, gold, rapport, etc., ça me facilite la tâche par la suite. C'est-à-dire que quand je veux naviguer d'une tâche à une autre, je peux me retrouver facilement. Donc, si je vais dans bronze, bah, je me retrouve, j'ai mon Gen 2 qui est là. Et donc, je retrouve ce que j'ai fait. Et par la même occasion, je vais en profiter pour vous montrer que j'ai mon copilote qui se trouve juste ici et que je peux utiliser à tout moment. Là, juste pour un exemple, je peux juste lui demander, imaginons, voilà, j'ai récupéré toutes ces données-là, enfin toutes ces tables-là, et je veux enrichir ou je veux rajouter une table pour une raison ou pour une autre, bah, je vais lui dire, duplique-moi par exemple la table dim sur un site. J'espère qu'il va le faire et qu'il ne va pas. Voilà, vous voyez, il m'a créé une nouvelle requête, il m'a dupliqué la table. Ensuite, je peux lui demander de faire plein d'autres choses au niveau de cette table-là pour des transformations, par exemple une suppression de colonnes, etc. Donc ça, c'était juste pour l'exemple de Copilot au niveau du Dataflow Gen 2. Donc on est en phase d'ingestion. Ensuite, dans la phase Silver. Donc là, j'ai fait appel à un notebook. Donc j'ai créé un notebook. Dans ce notebook-là, j'ai plusieurs requêtes donc, qui viennent, il y a juste le temps qui se connecte, qui viennent enrichir mes données. Dans un premier temps, je lui demande de me faire une lecture des sources. Ensuite, je lui demande de me rajouter des colonnes pour gérer ma date. Ensuite, je lui demande de me créer une nouvelle table de faits qui contient des infos, etc., etc. Pareil, je peux faire appel à du copilot. Là, tout à l'heure, j'ai fait un exemple en lui demandant donne-moi le script qui me permet de créer une table de temps. Et donc, il m'a donné un script en Python. Supposons que moi, je ne connais pas Python, bah, il m'a donné le script. Donc, à moi de récupérer ce script, de lui demander de me rajouter tout simplement une nouvelle requête à ce niveau-là, et je prends le script et je le colle. Donc, ça, c'est au niveau de la phase Silver. Dans la phase Gold, je vais avoir donc mon modèle sémantique. Et à partir de là, ça devient intéressant pour l'utilisateur final parce qu'au final, la donnée, elle est propre. Et donc là, je vais pouvoir lui demander tout simplement de me créer un rapport. Alors, moi, j'ai déjà créé 2 rapports, mais on va essayer de faire ça rapidement. J'ai déjà le prompt qui est normalement fait. Donc, pareil, je vais lui demander de me créer, enfin, je vais lui demander, je vais demander à Copilot, hein, c'est pas moi qui vais le faire. Tac, je lui demande donc de me créer un rapport Power BI qui inclut une page de KPI. Je lui liste les KPI que je veux, je lui balance la requête. Vous allez voir, il va créer le rapport, enfin la page de rapport. Après, rien ne m'empêche de venir la modifier manuellement. Et de toute façon, c'est ça l'objectif, c'est que l'objectif d'utiliser cette IA dans Fabric, c'est de nous faciliter la tâche et de nous faire avancer dans nos travaux. C'est pas de lui faire faire notre travail de A à Z.
Allez, fais vite. Voilà, donc il crée la page, il met les visuels que je lui ai demandé de mettre. Je peux lui demander de créer d'autres pages, et cetera. Bon, je vous montre le résultat final par la suite. Je vais avoir la possibilité de lui demander des explications, par exemple, des explications par rapport à ce qu'il m'a affiché. Je vais pouvoir lui demander une documentation, globale en fait de l'existant, enfin de ce qui a été réalisé. Et, euh, et là, normalement, ça va être une documentation plus technique. Là, bon, il m'explique, donc je lui demande une explication du nombre de ventes par produit, donc il va me donner l'explication. Et si je veux une documentation technique, donc il va m'effectuer cette documentation technique. En parallèle, je vous montre quand même les rapports, enfin, le rapport qui a été réalisé. Donc, c'est quand même propre. Là, je n'ai pas rajouté de modifications ou autres, mais en tout cas, voilà, c'est bien structuré, c'est acceptable. Et voilà, donc moi, je trouve que c'est super intéressant. Et là, vous voyez, entre-temps, il m'a sorti donc la documentation technique. Donc, on voit les sources de données, on voit la page KPI, quelles sont quelles sont les mesures qui ont été créées, comment est-ce qu'ils ont été créés, etc. On peut l'utiliser aussi pour la création de code au niveau des mesures. Je pense que je ne vais pas avoir le temps pour faire ma démo de déploiement de pipeline, mais rapidement, C'est très ça juste, concerne, effectivement. oui, ça concerne, donc l'idée c'est quoi? C'est j'ai un environnement qui est déjà prêt. Je viens ici créer un pipeline de déploiement. Donc, je vais juste mettre Webi, hop. Et là, vous voyez systématiquement, il me crée les environnements. Moi, je ne veux pas celui-là. Là, je vais lui dire OK. Et tac. Créer puis continuer. Et là, vous voyez, il me demande à quel environnement je dois l'attribuer. Je vais mettre Webi. Sur celui de la prod, je vais choisir Webi Prod. Donc, je dis OK. Et là, si je lance, celui-là, je le valide aussi. Je lance le déploiement. Donc là, c'est bon. Je sélectionne les éléments que je veux déployer. Donc, déployer de tac. L'idée, donc, c'est de les sélectionner et puis de lancer, en fait, le déploiement tout simplement vers cet environnement-là de production et il va le faire d'une façon automatique. Donc là, juste si je choisis ces deux éléments-là, donc on déploie du développement de l'environnement de dev et tac, je lance le déploiement. Lui-même, il va le faire automatiquement. L'objectif, en fait, c'est que à chaque fois dans le temps, à chaque fois que j'ai une modification au niveau de l'environnement de dev, ben, elle va se répercuter automatiquement sur l'environnement de prod. Et vous voyez, je retrouve les éléments que j'ai choisis au niveau de mon webinaire, l'espace de travail webinaire prod, donc avec tous les éléments. Bon, là, il n'a pas encore fini, mais voilà, l'objectif, en fait, c'est ça, c'est d'automatiser tout le process. Voilà, je vous ai montré, moi, ce que je voulais montrer à travers cette petite démo. Clivin, je te redonne la main pour Oui, la partie off, je offre. pense. Et Yes. avant de lancer la partie offre, je vais vous lancer le petit sondage, comme ça vous pouvez y répondre rapidement. Hop, je le démarre et en même temps, je vais partager mon écran sur la partie offre. Je vous laisse y répondre tranquillement pendant que je reprends la main sur la présentation. Hop, présenter dans Teams.
ça vous laisse le temps de... Ah zut, alors attendez, de répondre au petit sondage. Et je vous prends juste 5 petites minutes. Est-ce qu'on est bien, on voit bien mon partage de l'ISOF? Comment UpperLink vous accompagne? Yes. Nickel. Alors, on peut vous accompagner de 4 façons. Tout d'abord, avec un accompagnement autour de la data, si vous ne savez pas comment vous y prendre, faire peut-être un petit point en amont, mais après on part sur un audit de l'existant pour vous donner une première trajectoire de fabrique, ensuite un déploiement complet de la suite fabrique et à côté de la formation. Dans les détails, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, pour l'accompagnement autour de la data, on vous propose un panier de 6 jours de consulting qui se fait à la consommation par tranche de 2000 journées. Donc, tout ce qui n'est pas, vous n'allez pas être facturé directement de ces 6 jours. Vous allez être vraiment facturé en fonction du rythme de travail que vous souhaitez avancer. On s'adapte à vous. Si cette consommation des 6 jours n'a pas été totalement faite, derrière, vous pouvez utiliser ce panier de consulting pour de supports spécifiques à ce niveau. Donc, on vous propose ce panier de 6 jours pour un montant de 5 400 € à ce niveau. Derrière, on peut vous proposer tout ce qui va tourner autour de l'audit de votre existant et vous donner une première trajectoire vers Fabrique. Donc, ça s'adresse à qui cette partie? Ça s'adresse surtout aux entreprises qui ont des données déjà silotées ou dupliquées. Vous souhaitez vraiment avoir une roadmap bien spécifique avant d'investir. Dans le contenu de cette prestation, on va vous faire du coup un état des lieux, voir avec vous la maturité de la data, les cas d'usage prioritaires, l'architecture cible au niveau de Fabrique. Donc là, Sabrina va vous aider à vérifier tout ce qui va être autour de la source, l'architecture, vérifier la partie gouvernance, etc. Plan de projection chiffré et l'outil. Et à la fin, vous aurez quand même un rapport d'audit, un schéma d'architecture cible et une roadmap fabrique chiffrée pour commencer à vous dire demain, est-ce qu'on part sur cette solution? Sabrina et ses équipes sont à votre disposition à ce niveau pour cet audit. J'avance rapidement, désolé, on n'a pas beaucoup de temps. Ensuite, on a vraiment une offre de déploiement et de supervision du SI Data unifié sous Fabrique. Donc là, on aura toute la partie architecture, déploiement Fabrique. Sachez que cette première partie d'offre est finançable par Microsoft selon certaines éligibilités. Donc ça, c'est comme je vous avais parlé au tout début, il y a des workshops que Microsoft peut mettre à disposition de certains clients grâce à leurs partenaires. Et nous, grâce à notre niveau de partenariat CSP Tier 1, on a la possibilité de vérifier si vous êtes éligible et ensuite de vous offrir certains ateliers, certains financements en fonction de votre éligibilité. L'éligibilité se fait par rapport à une vérification que nous faisons avec Microsoft. Donc, si vous avez des sujets, on peut essayer de voir qu'est-ce qui pourrait rentrer dans ces éligibilités. Pardon. Et à côté, vous avez toute la suite, vous avez là, bien évidemment la partie supervision des traitements et des coûts, où là, on va vraiment vérifier avec vous l'intégrité des données, la supervision de la performance. Et ça, c'est sous forme spécifique qui peut être sous forme d'abonnement si vous le souhaitez. Enfin, comme je vous l'avais dit aussi au tout début, nous sommes certifiés Calliope. Cette certification Calliope vous permet d'utiliser le budget OPCO que vous avez dans votre entreprise pour financer certaines formations. Donc, on a 2 types de formations. On a la formation autour de Fabrique. Donc, c'est une première formation qui est autour de l'initiation de Fabrique, qui dure une journée. On permet de faire de l'introduction à Fabrique et ses workloads, la création de l'airChaos, les gestions simples, etc. Et puis, si ceux qui sont déjà très bien avancés sur la partie Fabrique, on peut vous proposer le niveau intermédiaire où là, on va aller un peu plus loin, notamment avec un training sur des données existantes que les équipes vont faire avec vous. Et là, on est par contre sur une formation qui tourne autour de 2 jours. À côté,
par rapport à Power BI. Nous avons aussi des formations, donc bien évidemment l'initiation autour de Power BI, de journées qui peut se faire au final, les journées, ça peut se faire facilement à distance et en fonction du lieu, on peut s'organiser pour le faire sur site. C'est quelque chose que vous verrez avec votre responsable de compte pour voir ce qui est possible. Et derrière, il y a une partie perfectionnement de Power BI où là, on va aller vraiment plus loin pour potentiellement aller vers du fabrique. Là, on est aussi sur un panier de 2 jours parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Voilà, je finis ce webinaire avec 4 minutes de retard. On s'en excuse. Vous savez très bien qu'avec la chaleur, les choses sont un peu plus lentes que d'habitude. J'espère qu'en tout cas, vous prenez soin de vous avec cette chaleur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou peut-être qu'on peut ouvrir les micros, mais en tout cas, euh, vous pouvez les mettre dans le chat si vous avez des questions. Le questionnaire est toujours ouvert, donc n'hésitez pas à y répondre. Je vois qu'on a déjà quelques réponses par rapport au nombre de participants. On en manque, donc n'hésitez pas à continuer. Et Sabrina, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, notamment autour des formations, peut-être? Oui, autour des formations, juste notre objectif, en fait, oui, certes, c'est de proposer ces formations-là, mais enfin, moi, en tout cas, par expérience, je préconise vraiment qu'on les déroule sur vos vraies données, et je pense que C'est ça, c'est important de le préciser parce que ça vous aide aussi à mieux vous projeter et mieux comprendre, en fait, les outils. Donc, voilà, juste ça, sinon. parfait. Et écoutez, le formulaire est toujours disponible, donc n'hésitez pas à y répondre. Et si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une très bonne journée. Euh, Couvrez-vous bien par rapport à la chaleur et faites attention. Et nous restons disponibles pour toutes questions et vos responsables de compte également. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour tout sujet autour de la data, Power BI et bien évidemment Fabric. Une très bonne journée à vous et à très Merci à bientôt. tous. Au revoir. Merci, Clémence. Au revoir.